Bonjour, je suis Sophie Ricard et bienvenue au Bulletin de nouvelles Max Info du 27 novembre 2014. En manchette cette semaine, chocolat chaud et solidarité en Haute-Gaspésie, la fin du tarif unique en service de garde, le ministre Bolduc annonce un vaste projet de fusion des commissions scolaires et les élèves de l'école secondaire Saint-Maxime participent au projet J'adopte un cours d'eau. Bonne émission. Mardi, le 25 novembre dernier, la population de la Haute-Gaspésie était conviée à un 5 à 7 chocolat chaud et solidarité. Cet événement visait à donner de l'information sur les différents impacts que les mesures gouvernementales risquaient d'avoir dans notre région. 200 personnes étaient réunies le mardi 25 novembre dernier à Sainte-Anne-des-Monts afin de mieux comprendre les impacts des mesures d'austérité du gouvernement sur les différents organismes et services sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie. Les organisateurs du 5 à 7 Chocolat chaud et solidarité avaient invité différents intervenants de tous les secteurs afin qu'ils viennent présenter les impacts des récentes annonces gouvernementales sur leur sphère d'activité. Les personnes présentes ont notamment eu l'opportunité d'entendre Guillaume Hardy, médecin au Centre hospitalier des Monts, qui est venu parler des impacts du projet de loi 10 et de l'abolition des agences, ainsi que la centralisation des décisions en matière de santé pour la région de la Gaspésie. Donc, selon vous, la région perd le contrôle de son réseau de la santé? Tout à fait. Les gens perdent le contact là, avec... déjà, de réduire le nombre de conseils d'administration. Là, actuellement, il y en a 5 en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Là, il va y en avoir un aux Îles-de-la-Madeleine, mais pour le restant de la Gaspésie, il va y avoir un seul conseil d'administration. Il va être à Gaspé ou à Maria. Il ne sera pas ici. Fait que quand la population va vouloir... avoir accès à des gens qui vont répondre aux questions ou soulever des interrogations ou demander des comptes, bien, ils ne pourront pas le faire. Ils vont le faire par courriel, puis il n'y aura pas de réponse, puis c'est tout. Est-ce que le réseau va pouvoir continuer de dire qu'il place le citoyen au centre de son réseau? Il n'y a absolument rien dans le projet de loi 10 qui nous laisse croire, contrairement à ce que dit le ministre, que le patient va avoir un meilleur accès aux soins. Il n'y a rien. Je l'ai lu d'un couvert à l'autre. Il n'y a absolument rien là-dedans qui nous laisse croire que ça améliore l'accès. Pourtant, c'est la prétention du ministre là, pour nous vendre son projet de loi. Au sein même de l'hôpital, chez vos collègues de tous les secteurs d'activité, comment c'est perçu? Comment on vit l'approche du projet de loi 10? Bien, en fait, les gens qui sont impliqués le moindrement là, au niveau des comités puis au niveau de la gestion, ils sont très inquiets. Ils sont très inquiets parce qu'on n'a aucune idée, à partir du moment qu'on crée une méga structure centralisée, qui a tous les pouvoirs décisionnels, parce qu'au niveau local, on ne conserve rien de décisionnel. Il y a un officier qui représente la Haute-Gaspésie, c'est tout. Puis lui, il n'a aucun pouvoir décisionnel. Il s'en va parler de notre réalité au PDG du CIS, puis lui, bien, il décide ce qu'il veut. Donc, on n'a aucune idée. Est-ce qu'il va couper des services? Est-ce que c'est fini les accouchements à Sainte-Anne-des-Monts? Est-ce que c'est fini la psychiatrie? Est-ce que c'est fini l'urgence puis la chirurgie? Si on coupe dans le CLD, on coupe dans le centre de jeunesse, on coupe dans le CRE, on veut vider les régions, puis après ça, on va fermer les hôpitaux, puis ça va être tellement plus simple. On va avoir Montréal puis Québec, puis that's it. Pour sa part, la mairesse de Sainte-Anne-des-Monts, Mme Micheline Pelletier, a tenu un discours enflammé pour dénoncer l'abolition de la CRE-GYM. Le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, Alan Cormier, a tenu à préciser le caractère spécifique de la région et la fragilité de son économie et comment les orientations du gouvernement ont une portée plus grande en Gaspésie. Mme Virginie Gagné du Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Gaspésie a expliqué les conséquences de l'austérité sur les jeunes de notre territoire. Les Carrefour Jeunesse Emploi verront leur mission changer avec comme résultat une perte de l'accessibilité pour les jeunes de 16 à 35 ans à de nombreux services au niveau de l'employabilité. M. Jacques Mimaud de la CSN de la Gaspésie était également présent. Le représentant syndical n'a pas été tendre à l'égard du gouvernement en dénonçant la fin du tarif fixe pour les services de garde. Tantôt, vous avez parlé justement, là, quand on parlait d'austérité, vous avez plus axé sur l'austérité, tout ce qui se passe au niveau de la politique familiale, de l'abolition du tarif fixe au niveau des frais de garde. Qu'est-ce que vous croyez que ça va avoir sur justement notre service de garde qui est
considéré, comme vous avez dit, un des meilleurs au Québec, au monde même. Ben oui, le service de garde, la politique familiale du Québec, c'est une très bonne politique. Et ce qu'il faut en conclure, c'est que présentement, on veut aller vers un principe utilisateur-payeur. On paye déjà. Déjà, dans nos impôts, on paye une partie là-dessus et on a un montant fixe. Alors, déjà, présentement, le modèle est excellent et on a prouvé avec ce modèle-là qu'il pouvait être rentable. Ça a permis à 70 000 femmes de retrouver sur le marché du travail. Donc, c'est un bon système et il faut le maintenir. Le tarif est correct. La CSN est évidemment un interlocuteur important au niveau de la scène politique, sociale au Québec. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement vous écoute quand vous leur envoyez des messages, quand vous leur parlez? Bien, aujourd'hui, Martin Coiteux nous a envoyé un message, c'est clair. Il nous a invités à l'appuyer. Je pense pas que ça va arriver, là. Regardez, il nous avait... Philippe Couillard avait dit au départ qu'il était ouvert au dialogue à 20 élections. Il n'y en a pas de dialogue. On est dans un monologue présentement. On s'en va présentement là, en négociation dans le secteur public. Là, ça veut dire négocier les conventions collectives là, avec les travailleurs du secteur public, parapublic. Alors, il nous a avisé aujourd'hui, M. Coiteux, que ça serait non. Il n'y aura pas de négo parce qu'il faut faire notre part, nous autres aussi. Mais on voit présentement que les travailleurs qui travaillent dans le secteur public, on gagne moins cher par année que ceux qui travaillent dans le secteur privé. Et c'est ça l'objectif du gouvernement, c'est d'aller chercher du secteur privé, là, dans le fond. Là. Dans le fond, ce qui est menacé, par exemple, dans le loi 10, là, c'est les buanderies. Ceux qui travaillent sur le ménage. Hein, on va faire affaire au privé. La cafétéria. Alors ça, c'est tous des emplois qui sont présentement menacés. On l'a vu, là, présentement, dans un C3S, là, le gazon, c'est plus des travailleurs qui le font de l'hôpital. Hein, c'est du privé. Les ouvriers spécialisés, ça, c'est une longue lutte des ouvriers spécialisés. Un ouvrier spécialisé, c'est un peintre, c'est un menuisier dans un hôpital. Aujourd'hui, on fait affaire au privé. Quand les gens s'en vont à la retraite, on ne les remplace pas. Alors, qui on fait appel? On fait appel à un peintre privé qui coûte encore plus cher. Alors, c'est vers ça qu'on s'en va. C'est on veut briser le filet social québécois, nos services publics au profit du privé. Et c'est clair qu'on s'en va vers ça. Frédéric Deroy et Christine Normand, qui ont organisé cette rencontre, étaient très satisfaits de la participation de la population. Vous avez organisé l'activité aujourd'hui. Êtes-vous satisfait? Oui, très satisfait. La population a bien répondu. On avait un peu plus de 200 personnes, je pense, dans l'église. Les intervenants, le discours était clair. C'était vraiment... moi, je suis vraiment content, très satisfait. Je pense que les gens vont repartir d'ici avec une meilleure idée de tout ce qui se passe dans la région là, présentement avec les couples. Avez-vous l'impression qu'au-delà des inquiétudes des gens, il y a comme un peu une attitude de solidarité qui est en train de s'installer tranquillement en région? Moi, je pense que oui. Je pense que les Gaspésiens sont naturellement sensibles à tout ce qui se passe avec la Gaspésie. On a un fort sentiment d'appartenance, puis on y tient à notre région. Puis je pense que s'ils peuvent prendre des moyens pour s'entraider, ils vont le faire, les Gaspésiens, d'après moi. C'est quoi la suite pour vous? Est-ce qu'on va avoir d'autres rencontres au fur et à mesure que ça va apparaître? Est-ce que c'était juste une fois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être mis en place pour continuer à informer les gens? Mais là, présentement, partout autour de la Gaspésie, on est quelques-uns à se parler pour essayer de concerter nos actions. Là, il y a la grosse manifestation le 29 à Québec, puis aussi à Montréal, mais nous, c'est à Québec qu'on va. Par la suite, là, on va prendre tout ce qui s'est passé, voir un peu aussi comment les gens réagissent à tout ça. C'est tout le temps aussi difficile de faire sortir les gens, mais je pense que là, les actions sont enclenchées, les gens se mettent en place. Donc, je ne peux pas dire quand et où la prochaine chose, mais là, l'important à soi, c'était d'informer les gens pour mettre une base là-dessus, pour qu'ils aussi savoir pourquoi on manifeste. Là. Et puis, par la suite, là, les choses vont se mettre en place naturellement, je pense. Puis le gouvernement va abolir notre concertation régionale, mais on voit qu'elle est quand même assez forte encore la concertation régionale avec le mouvement « Touche pas à ma région ». Il y a plusieurs actions, là, il y a plusieurs mobilisations qui se sont faites la semaine dernière à Carleton, en fait la semaine dernière à Gaspé. Là, il y a quelque chose qui est en train de s'organiser aussi dans Rocher-Percé. Donc, il y a des gens mobilisés un peu partout en Gaspésie, puis on a une force régionale là, en ce moment. Puis on va essayer de l'utiliser, puis de voir si les gens ont des idées aussi d'action. Le 20 novembre dernier, Philippe Couillard a finalement annoncé la fin du tarif unique qui existe depuis 1997 au niveau des frais de service de garde. L'annonce du premier ministre est venue rendre officielle les rumeurs qui circulaient depuis quelques semaines. Je suis en compagnie de mon collègue Patrick Lévesque. Patrick, nous allons faire un peu le tour du dossier.
Il y avait différents scénarios qui circulaient. Parfois, même le premier ministre Couillard et sa ministre de la Famille, Francine Charbonneau, ne semblaient même pas sur la même longueur d'onde. Le gouvernement a arrêté son choix sur quel scénario? C'était ça qui était particulier, c'était justement de voir la ministre de la Famille dans une conférence de presse parler d'augmentation du 7,30, l'amener jusqu'à 10 $ de l'heure. Un peu plus tard, les journalistes interrogeaient le premier ministre. Le premier ministre disait non, ça va être un montant qui va être imposé en fait en fonction, qui va être établi en fonction du revenu familial, parce que c'est injuste que les gens de la classe moyenne ou les gens à faible revenu paient le même prix que les gens qui sont plus aisés et vice-versa. Finalement, le scénario qui a été retenu, c'est 7,30 $. Ça ne changera pas pour personne par jour quand on va aller porter son enfant. Sauf que, à la fin de l'année, on a une contribution annuelle additionnelle qu'on doit verser au moment où on dépose le rapport d'impôt. Et ce montant-là est en fonction de notre revenu familial. Et donc, ceux qui ont un revenu familial inférieur à 50 000 $ verront pas la différence. Ils sont pas touchés par la contribution additionnelle. Ensuite de ça, ça monte par différents paliers. Ça passe de 8 $, 11,75 $, et ainsi de suite. Et les gens qui ont un revenu familial supérieur à 160 000 $ vont devoir payer une contribution qui va correspondre en tout et partout à 20 $ par jour pour les enfants. Ce qui est important de noter, c'est que la contribution additionnelle s'applique pas au troisième enfant. À partir du troisième enfant, en fait, une journée avec t'as deux enfants, t'as 3 enfants, puis ils sont au CPE, tu paies que pour les 2 premiers, dans le fond. OK. Les 2 premiers. Puis, l'autre truc qui est important de comprendre, c'est qu'à partir du 1er janvier 2016, le 7,30 va être indexé à chaque année, ce qui n'était pas le cas avant, et la contribution additionnelle aussi va être indexée à chaque année. Ça a dû susciter beaucoup de réactions. Évidemment, aussitôt qu'on touche au service de garde, ça suscite beaucoup de réactions, particulièrement à l'Assemblée nationale. C'était une promesse électorale de la part du premier ministre de ne pas toucher aux frais au montant fixe. Il annulait même une augmentation que le Parti québécois, la première ministre Pauline Marois, souhaitait faire. Il avait dit aux gens hey, 1 000 $ de moins dans les poches des contribuables, c'est beaucoup. Donc, il s'engageait à renverser tout ça. Maintenant, quelques mois après, il revient avec ça. Évidemment, les partis lui ont rappelé. Il y a même le Parti québécois qui a déposé jeudi, une motion de censure qui est en fait un vote de non-confiance contre le gouvernement, justement pour ne pas avoir respecté ses engagements électoraux et pas avoir respecté non plus ce qu'il avait annoncé dans le discours sur le budget. On peut justement écouter un extrait de l'Assemblée nationale. Et de faire à croire aux parents du Québec et à cette Assemblée qu'on n'a pas les moyens de bien s'occuper de nos enfants, c'est pas farfelu, M. le Président, c'est irresponsable. Moi, je ne peux pas contribuer à ça. Au-delà même de la promesse brisée, au-delà même des mots en campagne qui n'ont plus de valeur, au-delà même du discours inaugural qui ne veut plus rien dire, puis du budget là, qui dit textuellement à la page 28 qu'on va maintenir le réseau des services de garde, qu'il n'y aura pas de choc tarifaire, au-delà même de ça, notre société n'a pas les moyens de se priver de notre priorité, de bien s'occuper de nos enfants. Louis Sénécal, le directeur général de l'Association québécoise de CPE, lui, ce qu'il considère, il dit que c'est un impôt sur la famille. C'est rien d'autre que ça, cette espèce de nouvelle tarification-là. L'État a trouvé une nouvelle manière de taxer les parents en taxant les enfants. Partout au Québec, il y a eu des manifestations. Il y en a encore là, qui sont passées justement là, et tout récemment. Les parents descendent dans la rue pour le dénoncer. Le mouvement syndical, les travailleuses de CPE aussi. La CSN dit que lance un message clair au gouvernement qu'il n'était pas question de sacrifier les services de garde sur l'autel de l'austérité. Ici, en région, le réseau des services de la petite enfance de l'Est du Québec, celui qui regroupe en fait tous les services de la petite enfance pour notre région, le directeur général, Simon Dufresne, s'est dit déçu de la décision du gouvernement. On a eu l'occasion de lui parler. On peut écouter l'entrevue si tu veux.
Effectivement, pour les parents, dans le fond, les parents de la Gaspésie, les parents de la Haute-Gaspésie vont être touchés, qui ont accès à des services de garde éducatifs subventionnés, que ce soit en CPE ou dans chez des responsables de garde en milieu familial. Ils vont être touchés, c'est clair. C'est une taxe, carrément, une taxe déguisée aux familles et à la natalité. Et c'est une brise. Le gouvernement libéral a brisé une promesse électorale où, à ce moment-là, lors de la campagne électorale, il avait mentionné qu'il ne ferait pas de choc tarifaire et qu'il n'y aurait pas de hausse importante pour protéger les familles. Ben, écoutez, on vient simplement de taxer les familles et on peut dire que ça risque, ce genre de mesures-là risque d'avoir un impact important sur la natalité dans l'avenir. Il y a des choix que les familles vont devoir faire. On parle de hausse de tarifs là pour le gouvernement du Québec actuellement, pour la ministre de la Famille, un salaire de 75 000 ou 100 000 pour 2 adultes qui travaillent, ce sont des riches là. Donc ce sont des personnes à haut revenu. On s'entend que c'est carrément la classe moyenne là. Et c'est ces gens-là, ces familles-là qui vont peut-être devoir faire des choix parce qu'ils vont être taxés en supplément parce qu'ils envoient leurs enfants dans des services de garde éducatifs. Et il est possible que malheureusement qu'on retourne à 30 ans en arrière et que des femmes décident de rester à la maison parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le moyen, c'est trop compliqué au niveau financier et on prive le marché du travail de la Gaspésie, de la Haute-Gaspésie de ressources qualifiées et c'est l'économie de la région, c'est l'économie du Québec qui va y goûter là, clairement là. Patrick, il y avait également une zone grise quant au tarif des services de garde en milieu scolaire. Le ministre de l'Éducation, du loisir et du sport, Yves Bolduc, disait qu'il était en négociation avec le ministère de la Famille. Est-ce que nous avons plus d'informations de ce côté? Oui, le ministre Bolduc s'est retrouvé mêlé au débat, s'est retrouvé mêlé à finalement toute cette histoire-là parce qu'à l'intérieur de ces écoles primaires, il y a un service de garde. Il se devait donc lui aussi de s'arrimer avec le ministère de la Famille. Finalement, ce qui a été décidé du côté du ministère de l'Éducation, c'est que pour les services de garde en milieu scolaire, il y aurait un frais fixe universel de 8 $ par jour. Ça ne tient pas compte du revenu familial et les parents n'auront aucune contribution additionnelle à payer au moment du rapport d'impôt. Mais la contribution de 8 $ par jour va être imposée va être indexée à partir du 1er janvier 2016. Il y aurait d'autres éléments de cette réforme qui risquent d'avoir un impact sur le déploiement des nouvelles places en service de garde promis par Québec et sur la gestion des CPE. Il y a plein d'éléments dans cette espèce de réforme-là qui vont avoir un impact. La ministre parle de regrouper des CPE par région avec réduire le nombre de bureaux d'administration, le nombre de gestionnaires, le nombre de conseillers ou conseillères pédagogiques. Mais au niveau des places, c'est le fait un élément qu'on a un peu moins entendu parler. Le gouvernement réduirait son implication financière dans les projets d'immobilisation, c'est-à-dire les projets d'agrandissement des CPE. Il financerait que 50% des travaux. Ce qui fait que quand la ministre a annoncé l'octroi de ses places, les régions recevaient un certain nombre de places en fonction des budgets. Les CPE pouvaient déposer des demandes pour avoir 20 places supplémentaires. Les CPE, que leur capacité était pleine, mais qui avaient un besoin, déposaient également un projet au niveau d'agrandissement. Le gouvernement devait financer. Finalement, il n'en finance que 50%, ce qui fait qu'il y a plusieurs CPE qui vont se retrouver avec un manque à gagner et les projets pourraient même tomber à l'eau. Les places pourraient même être attribuées, finalement retourner au ministère et pourraient être attribuées à d'autres personnes. Ce que certains journalistes, que certains analystes disent, c'est que finalement, le ministère de la Famille s'en va vers une tangente qui est de donner des nouvelles places à des services de garde privés parce que avec les services de garde privés, ils ont qu'à payer, en fait, leur part de la participation, en fait, pour l'enfant, et ils n'ont pas à soutenir des projets là, en immobilisation. On en a justement parlé avec Simon Dufresne là, du regroupement des services à la petite enfance pour l'Est du Québec. On termine là-dessus, on peut écouter, vous allez voir, il n'est pas très satisfait de cet élément-là de la réforme.
On passe d'un financement qui était assuré totalement par le ministère de la Famille pour des organismes sans but lucratif, faut l'entendre, là. L'objectif des CPE, des centres de la petite enfance, n'est pas de faire de l'argent, mais lorsqu'il y a des surplus, ils sont réinvestis dans les services aux enfants. Là, ce que la ministre nous annonce, c'est que sur les 6 projets qui sont retardés en Gaspésie aux îles, ces 6 projets-là, en plus d'être retardés, donc ces places-là sont attendues par les parents, les CPE vont devoir faire des pieds et des mains pour trouver des revenus supplémentaires pour pouvoir financer les immobilisations. Et on sait qu'il n'y a pas de grande industrie, de très grandes industries en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, donc ça va être difficile de trouver les fonds et ça peut mettre en péril les nouvelles places, effectivement. C'est les parents qui vont devoir attendre. C'est des places qui risquent de ne pas se réaliser. Et on change les règles du jeu en cours de match. Ces places-là ont été accordées en février 2013. Déjà à l'arrivée du gouvernement, en février 2014, à l'arrivée du gouvernement libéral, on a suspendu beaucoup de projets. On les a retardés. Et là, on vient nous dire que le financement qui était annoncé dans les règles du jeu au départ, quand les CPE ont déposé des demandes de places supplémentaires, là, c'est changé complètement. Et on se retrouve à jouer à part égale avec des centres de la petite enfance et des garderies privées qui sont situées dans des zones urbaines où il y a de la grande entreprise, où il n'y a plus de capitaux. Ça risque d'être difficile. Patrick, il y a un autre dossier qui a attiré notre attention qui risque d'amener d'importants changements dans le monde scolaire. Le ministre de l'Éducation, M. Bolduc encore, a annoncé une vaste opération de fusion des commissions scolaires au Québec. Le scénario qui circule actuellement serait de passer de 72 à 46 commissions scolaires. La région de la Gaspésie-des-Îles de la Madeleine est desservie par 4 commissions scolaires, 3 francophones et 1 anglophone. Quel est le plan du ministre pour nos commissions scolaires? C'est ça, le ministre Bolduc a décidé de revoir l'entièreté des cartes des territoires des commissions scolaires, ce qui fait qu'en jouant avec les limites des commissions scolaires, ça se retrouve à faire des fusions par le fait même. En Gaspésie, il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Comme tu disais, il y a seulement que 3 commissions scolaires francophones et 1 anglophone. La commission scolaire anglophone Eastern Shores, elle y échappe aux fusions, c'est la seule de la région. On ne peut pas la fusionner avec celle de la région à côté. La commission scolaire des îles, géographiquement sur une île, il ne peut pas la fusionner avec personne, son territoire est délimité. Il restait donc la commission scolaire René Lévesque du côté sud et celle des Chic-Chocs pour notre territoire, nord. Le côté nord, qui regroupe l'ensemble des écoles de notre région. Ça va donc être vraiment une fusion, le projet qui est sur la table, c'est une fusion des Chic-Chocs avec celle de René Lévesque. OK. La commission scolaire des Chic-Chocs comprend actuellement 27 établissements scolaires qui sont fréquentés par un peu plus de 4200 élèves. Il y a également 987 employés pour ces établissements. Une fusion avec la commission scolaire René Lévesque ressemblerait à quoi en termes de nombre d'établissements, d'élèves et de personnel? La nouvelle commission scolaire qui est envisagée par le ministre Bolduc comprendrait dans le fond 69 établissements scolaires de différents niveaux, près de 11 000 élèves, plus de 1700 employés. Elle serait sur un territoire, le territoire aurait plus de 700 kilomètres. Ça couvrirait là-dedans 5 MRC, 50 municipalités. Elle figurerait parmi les plus grandes au Québec. Il y en a des plus grandes, mais elle figurerait assurément parmi les plus grandes. OK. Évidemment, dans le contexte actuel, il est clair que la décision du ministre d'aller de l'avant avec un aussi grand projet de fusion pour les commissions scolaires repose sur un argumentaire économique. Est-ce qu'on connaît l'ampleur des économies qui vont être réalisées par cette opération de fusion? Non. C'est ça qui est le pire. C'est que le ministre a pas avancé aucun chiffre. Le ministre a parlé d'efficacité, il a parlé de lourdeur de structure, il a parlé de réduction de coûts, mais n'a pas chiffré le montant des économies de son opération. C'est d'ailleurs ce que la Fédération des commissions scolaires a reproché au ministre. Il annonce d'un côté son intention de fusionner, mais il n'est pas capable de dire l'opération va coûter combien ou va créer combien d'économies. Le lendemain de l'annonce du ministre, nous avons eu l'opportunité de parler avec M. Jean-Pierre Pigeon, président de la commission scolaire des Chic-Chocs. Il était justement en rencontre à Québec avec les autres commissions scolaires du Québec. Il nous a expliqué que les fusions de 1998 avaient coûté cher au gouvernement et aux commissions scolaires. Oui, justement, on peut écouter un extrait de l'entrevue.
Rappelons-nous qu'en 1998, le gouvernement péquiste de l'époque avait fusionné certaines commissions scolaires évidemment, il devait sauver, on nous avait informé, 100 millions. Et ça n'a pas été le cas, puisque l'année d'ensuite, il a dû injecter 40 millions dans les commissions scolaires. Et l'ironie, c'est le président chef de la CAQ, qui était ministre de l'Éducation, qui avait été obligé de signer un chèque de 40 millions pour poursuivre les actions. Bien qu'on ne connaisse pas exactement l'économie d'échelle qui va être réalisée par les fusions, on peut faire une estimation pour les fusions de la commission scolaire des commissions scolaires ici en Gaspésie. Le budget de la commission scolaire des Chic-Chocs est d'environ 53 millions de dollars par année. Celle de René Lévesque, 55 millions. La Fédération établit qu'il y a 4,4 % d'un budget de la commission scolaire qui est attribué à l'administration même de la commission. Le reste, dans le fond, ça va payer les profs, payer les écoles, tout ça. Ce qui représente pour les deux commissions scolaires un budget de fonctionnement de 4,75 millions de dollars pour les deux commissions. Le ministre met tout ça ensemble. C'est sûr qu'on ne fera pas 100%, on ne fera pas 50% d'économie là-dessus. On peut penser que les dépenses vont réduire, mais ils ne seront pas réduites de moitié. Je veux dire, oui, ils peuvent couper un poste de direction aux ressources humaines dans une des deux commissions scolaires, mais ils peuvent pas nécessairement toutes les couper. C'est sûr qu'il va y avoir des économies, mais on ne sait pas de combien. Ça me surprendrait que ça dépasse 1,5 million ou entre 1 et 1,5 million. Le président de la commission scolaire des Chic-Chocs s'inquiète justement de l'impact des fusions, en fait, toute l'opération puis le peu d'économie que ça risque de provoquer versus ce que ça va avoir comme impact au niveau du service des élèves. On peut l'écouter. On a hâte qu'on change de discours auprès du gouvernement parce qu'il ne semble pas nous écouter. Et la question qu'on se pose aussi, qui est très importante, est-ce que cette fusion-là améliorerait le service éducatif pour tous les élèves des deux commissions scolaires? Là, encore, j'en doute. Alors, nous, on se dit, à un moment donné, le gouvernement, il est tout azimut. C'est très difficile pour les gens en région, surtout les Gaspésiens. Alors, on espère être capable de le convaincre, de conserver une identité Chic-Choc. On est déjà, évidemment, à 300 km de côte entre Capcha et Coin-du-Banc. Comprenez que c'est une immense commission scolaire. Et la fusionner avec René Lévesque, autant M. Couture me disait tout à l'heure, et sa directrice générale, c'est presque impensable. Patrick, je te remercie et je crois que ce sont des dossiers que nous allons suivre dans les prochains mois. Oui, évidemment. Il y a plusieurs projets de loi vont être déposés à l'Assemblée nationale. On va peut-être même avoir un bâillon à travers tout ça. Ça va être des dossiers qui vont être fort intéressants à suivre. OK. Merci, Patrick. Les automobilistes de la MRC de la Haute-Gaspésie pourraient voir dans un avenir rapproché la réouverture du centre de service de la Société d'assurance automobile du Québec à Sainte-Anne-des-Monts. Près d'un mois après la fermeture, la MRC de la Haute-Gaspésie aurait signifié son intention de reprendre le bureau mandataire de la SAAQ. Télé-Soleil a tenté d'obtenir une confirmation auprès de la SAAQ sur l'évolution du dossier. La Société d'État a refusé la demande d'entrevue en indiquant qu'elle travaillait avec un partenaire régional et que l'information n'était pas publique pour le moment. Cependant, Alain Cormier, le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, a confirmé qu'il était en contact avec la SAAQ et qu'il travaillait sur une entente qui permettrait à la MRC de prendre la relève et d'opérer le bureau mandataire. Je vais vous répondre qu'on a des discussions très sérieuses avec la SAAQ parce que les citoyens viennent nous voir pour voir, là, on s'organise comment, qui va prendre la relève. Je vous dis pas que c'est la MRC qui va prendre la relève, mais ce que je vous dis, c'est qu'on travaille à trouver différents scénarios qui pourraient être la MRC, mais ça pourrait peut-être être autre chose aussi, sauf que c'est clair qu'on peut pas rester les bras croisés à regarder passer le train, il faut embarquer dedans, donc il faut vraiment trouver une solution suite à la fermeture du bureau de la SAAQ de Sainte-Anne-des-Monts qui sert l'ensemble de la MRC de la Haute-Gaspésie. Il faut travailler à trouver des solutions, puis c'est ça qu'on fait. Les principales villes-centres de la région ont uni leurs voix afin de dénoncer l'augmentation de la facture pour les services de la Sûreté du Québec sur leur territoire. Dans un communiqué conjoint, les maires de Carleton-sur-Mer, de Gaspé, des Îles-de-la-Madeleine, de New Richmond, de Percé, de Chandler et de Sainte-Anne-des-Monts remettent notamment en question le calcul qui est utilisé par le ministère de la Sécurité publique pour fixer les contributions de chacune des municipalités du Québec.
Les maires considèrent que le calcul est incompréhensible et entraîne encore une fois cette année pour certaines municipalités une augmentation de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Pour la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, la contribution demeure sensiblement la même que celle imposée l'année dernière. La facture pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2015 est évaluée à 48 560 $. Bien que Saint-Maxime-du-Mont-Louis semble échapper à une augmentation de coût pour l'année 2015, il est important de noter que la municipalité avait vu sa facture bondir de l'ordre de 20 % entre 2012 et 2014. Les préfets des MRC de la Gaspésie se sont réunis le mercredi 19 novembre dernier pour discuter de nombreux dossiers qui touchaient la région. Évidemment, l'abolition des CRI et des CLD annoncée récemment par le gouvernement figurait à l'ordre du jour. Le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, M. Allen Cormier, résume les discussions qui ont eu lieu lors de cette rencontre. Bon, grosso modo, là, vous l'avez dit, là, la rencontre réunissait les 6 préfets de la région Gaspésie-les-Îles, les maires des villes-centres et les représentants de la société civile. On a discuté de différents dossiers. On a abordé, entre autres, le dossier des CLD, bien sûr. On a également parlé de l'abolition des postes dans les quotidiens comme le Soleil. On a également parlé aussi du service de transport Keolis. On a parlé aussi de l'abandon des programmes de la SHQ. Mais ce qui a retenu principalement notre attention, c'était l'annonce qui avait été faite récemment par le gouvernement de s'aborder littéralement les conférences régionales des élus de la région Gaspésie-les-Îles. Nous, c'est clair, on s'en est rendu compte qu'on n'a vraiment pas les outils au niveau de la MRC de la Haute-Gaspésie, tout comme les autres MRC du secteur, pour prendre la relève de la conférence régionale des élus Gaspésie-les-Îles. Écoutez, là, le mandat qui est confié à la CRI est immense, donc on ne peut pas faire le tour. Je regardais encore récemment, là, la conférence régionale des élus, c'est 34 employés pour une masse salariale de 2,7 millions et ils sont impliqués dans 46 projets, organismes ou ententes financés par le Fonds de développement et ils siègent, les gens de la conférence régionale des élus, sur 25 lieux de concertation. Donc c'est clair que pour nous, il faudra mettre en place une genre d'équipe ou un poste de concertation régionale là, pour maintenir la cohésion là, dans tous les dossiers là, sur lesquels la conférence régionale des élus est impliquée. Là. Dans le cadre de leur cours de sciences, des élèves de l'école secondaire Saint-Maxime à Mont-Louis ont participé au projet « J'adopte un cours d'eau ». Le projet a été initié par les enseignants Joël Leroy et Arnaud Léger et a été réalisé avec la collaboration de Thierry Raté du Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie. Dans le cadre du projet, les élèves ont eu l'opportunité de vivre une expérience concrète de biologiste en recueillant une multitude de données psychochimiques qui permettra de constater l'état de santé de notre rivière Mont-Louis. Voici notre reportage. Bonjour, je m'appelle Joël Leroy, j'enseigne les sciences ici à l'école Saint-Maxime du Mont-Louis. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine Ribla et j'étudie ici à Saint-Maxime de Mont-Louis. Je suis en secondaire 4. Moi, c'est Anne-Sophie Lemieux, puis on est ici dans le cadre du projet J'adopte un cours d'eau. Vous avez fait un super projet, super intéressant. Quand on a vu ça passer, on voulait absolument venir vous rencontrer. Ça s'appelle « J'adopte un cours d'eau ». Pourquoi avoir fait ça avec vos élèves? Oui, bien en fait, c'est mon collègue et copain Arnaud qui a entendu parler la première fois de ce projet-là. Et il avait vu que les élèves étaient vraiment en action sur la rivière, vivaient carrément une activité de biologiste. Et puis, c'est lui qui a fait les contacts avec le Conseil de l'eau pour que les profs de sciences soient formés pour vivre ce projet-là. Et par la suite, j'ai pris le relais et j'ai suivi la petite formation avec Arnaud et Luc, un autre prof ici de sciences. Et on a fait la demande de sous pour que les jeunes puissent vivre cette belle activité-là. Voilà. C'était la première fois que ça se faisait à l'école ici? Oui, ici à Mont-Louis, oui. Ça se fait déjà à Grande-Vallée depuis quelques années, mais à Mont-Louis, c'était la première fois. Excellente initiative. Pourquoi c'est important pour vous de faire ce projet-là avec les élèves? Bien, de un, le but du projet, c'est de donner un indice de la santé de notre cours d'eau. Fait que déjà ça, je trouve ça intéressant comme connaissance. Aussi, pour les élèves, sortir des murs de l'école, aller sur le terrain, vivre l'activité comme s'ils étaient des biologistes, manipuler toute
du matériel différent, réaliste aussi. Je trouve ça important parce que ça leur fait vivre d'autres choses. Et aussi, si quelqu'un apprécie plus l'activité, ça peut peut-être dire des études en biologie, ça peut m'intéresser. Ça ouvre les horizons, en fait. Fait que je trouvais que c'était vraiment un beau projet. Fait que on regrette vraiment pas de l'avoir réalisé. Puis on a signé une entente aussi sur 3 ans, je crois. Fait que pour les 2 années à suivre, on va le refaire. Ça, c'est certain. Excellent. C'est parfait. C'est correct qu'il y ait une continuité en plus parce qu'on va pouvoir voir, les élèves vont pouvoir constater mesurer par rapport aux résultats de l'année d'avant, voir si la santé de notre rivière s'améliore ou se dégrade. On parlait justement de collecte de données. Qu'est-ce que vous avez fait comme collecte de données sur votre site? On a mesuré plusieurs choses pour évaluer la santé de la rivière. On a vu le taux d'oxygène qu'il y a de dissous dans l'eau. On a vu aussi le taux de coliformes. Le taux de coliformes, c'est des petites bactéries, dans le fond. On peut dire ça de même, oui. Tout à fait. Puis, on a aussi mesuré la dureté, puis on en a fait d'autres, etc., etc. On a fait plein de tests. Ces tests-là, dans le fond, vous avez commencé à compiler les données. Ça va fonctionner comment? Vous allez produire un rapport? On va faire un rapport sur Internet, en fait. Puis, on n'a pas encore tous les résultats donnés, fait qu'on peut pas encore faire le rapport, mais ça s'en vient. Fait que dans le fond, on va le poster sur Internet. Puis, aussitôt qu'on a les réponses de nos tests, dans le fond. Excellent. Il y a 3 sites qui ont été visités. Votre groupe a visité quel site? Bien, nous, on était dans la rivière proche de chez Joël, qui s'appelle la coulée à Melinda. Puis l'autre groupe, il a été où le pont. Puis il y en a un autre qui a été proche de la vallée des Pins Blancs. Bien qu'on n'ait pas les résultats, à première vue comme ça, est-ce que vous avez l'impression que la rivière Mont-Louis est en santé? Je peux vous dire qu'elle a un très bon taux d'oxygène. De l'eau quand même calcaire. C'est pas un très mauvais point. Ça va pas nuire vraiment à la santé de la rivière. Mais notre rivière est extrêmement calcaire, donc elle est dure. On va dire ça de même. On a une bonne turbidité. Il y a un très bon taux d'oxygène, puis le pH est bon. Fait qu'on peut dire que oui, il est en santé. Quand on parle de turbidité, qu'est-ce que ça veut dire? La turbidité, ça va être la limpidité de l'eau. Ça va voir si elle est limpide, si elle est transparente ou si elle est brouillée. Juste en la checkant avec une petite fiole, si on veut. On va checker à travers, puis on va voir si elle est brouillée ou pas. Évidemment, dans la liste de vos tests qu'on n'a pas dit, mais que moi j'ai vu sur le papier, il y avait l'odeur de l'eau. Est-ce que l'eau de notre rivière, Mont-Louis, sent bonne? C'est terrible. Non, sans rien. Aucune odeur. Aucune odeur. Ce qui est bon signe, j'imagine. Ce qui est bon signe. OK. Donc, dans toute l'opération, dans tout le projet, qu'est-ce qui vous a le plus étonné? Bien, dans le fond, on a fait une pêche de macro-invertébrés. Ça, c'est des petites bébites. Puis c'est vraiment l'abondance des espèces qu'on avait. On a récupéré 198 organismes. Puis vous avez procédé à l'identification de ces 198 organismes-là? Oui. Est-ce que vous pensiez qu'il y avait autant de vie de même comme ça dans la rivière? Ah non, c'est vraiment... Il y en a 198 pour seulement 30 coups de filet. On a passé 30 coups de filet. Nos coups de filet, c'était basé sur le fait de... On plantait le filet dans le fond de la rivière. Puis nous, on lavait les roches pour décoller les macro-invertébrés. Puis c'est de voir, genre, vraiment, quand on a tout mis ça, c'est de voir comment les macro-invertébrés, ces petits organismes-là, comment sont bizarres, tu sais. C'est loin d'être ce qu'on voit normalement. C'est vraiment, genre, étonnant de voir. Donc, vous voyez pas la rivière de la même manière maintenant? Ah non, avec beaucoup plus d'espèces que je le pensais. OK. Selon vous, qu'est-ce qui a le plus d'impact sur la santé de notre rivière? Ça va être surtout les activités humaines, selon moi. S'il y a des déversements de pétrole, ça, c'est surtout en mer, on va parler. Mais s'il y a des usines qui vont déverser des acides ou même juste déverser de l'eau chaude, ça fait de la pollution thermique. Puis les poissons, eux, aiment pas ça parce que ça diminue le taux d'oxygène. Tu sais, il y a plein de sortes de pollution que l'humain peut faire. Fait que c'est vraiment... Passer en 4 roues aussi. Oui, passer en 4 roues, ça envoie des déchets dans l'eau, juste les tailleurs qui rentrent. S'il y a de l'huile, c'est tailleurs ou quoi que ce soit. Fait que je pense vraiment que c'est les humains qui vont avoir le plus d'impact sur les rivières puis la santé de la rivière.
Nous sommes en compagnie de Thierry Raté du Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie. Bonjour, M. Raté. Bonjour. On est ici pour parler un peu du projet « J'adopte un cours d'eau » qui a été réalisé avec l'école de Saint-Maxime, ici à Mont-Louis. Mais juste avant, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de la mission du Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie. Donc, nous, le Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie, en fait, on est un des 40 organismes de bassin versant au Québec. On a un territoire, grosso modo, du nord, tout le nord de la péninsule gaspésienne. Puis notre rôle, c'est en fait, on est une instance de concertation avec tout ce qui est en lien avec l'eau, que ce soit au niveau de la pêche au saumon jusqu'à la gestion des eaux usées. Tout ce qui a un lien avec l'eau, ça nous intéresse. Puis nous, notre mandat qu'on a du ministère de l'Environnement, c'est de produire un plan directeur de l'eau puis de coordonner sa mise en action. Donc, on est dans ce processus-là. Le plan a été fait, a été déposé. Puis là, on est en train de le réviser. Puis après ça, les prochaines années, ça va être vraiment la mise en œuvre avec tous les partenaires. Parce qu'en fait, c'est très large. Il y a beaucoup de partenaires qui nous aident là-dedans. Le projet « J'adopte un cours d'eau » qui a été fait avec l'école s'inscrit comment dans votre mission? Donc, nous, c'est sûr qu'au niveau de l'eau, on tient à utiliser toutes les opportunités qu'on a pour rejoindre les jeunes au niveau de l'éducation environnementale puis de la sensibilisation. C'est sûr que c'est la clientèle idéale pour penser à des nouvelles façons de faire puis de vraiment sensibiliser les gens à l'importance de l'eau. Donc, c'est un peu dans notre volonté d'aller voir les jeunes puis d'aller les faire prendre part à ce beau travail-là. Je suis très satisfait de tout ce que les jeunes ont accompli cette année pour une première année. C'est vraiment très, très bien. Justement, qu'est-ce qu'ils vivent les jeunes comme expérience quand vous les amenez comme ça dans ce projet-là? Donc, ils ont vraiment la chance de partir, en fait, d'un point A, d'aller chercher leurs propres données sur le territoire, d'en apprendre plus sur leur cours d'eau. Puis, ça va mener ultimement à produire un rapport qui va être publié en ligne. Donc, c'est eux qui vont chercher leurs propres données sur le terrain. On parle de données physiques sur le territoire, sur la rivière, comme la vitesse du courant, la profondeur, la largeur du cours d'eau, l'aspect de l'eau, est-ce qu'il y a des algues, la qualité de la végétation chaque bord de l'eau. Aussi, des informations sur la physico-chimie de l'eau. On pourrait penser à l'oxygène dissous à l'intérieur de l'eau, ce qui était vraiment important pour les poissons, le pH de l'eau, la dureté de l'eau. Puis en Gaspésie, l'eau est très dure, comme la plupart des gens le savent. Puis la partie la plus intéressante pour les élèves, c'est vraiment la pêche des micro-organismes qui peuplent le fond de la rivière, qu'on appelle les macro-invertébrés benthiques. Donc, ils font une pêche, puis grâce aux organismes qu'ils obtiennent, on peut évaluer d'une certaine manière la qualité de l'eau des rivières. Donc ça, c'est souvent la partie la plus appréciée par les jeunes. Là. En effet, c'est ce qu'ils nous ont confirmé aussi lors de l'entrevue. Qu'est-ce que vous souhaitez que les jeunes retiennent de leur expérience? Donc, je pense que déjà, c'est une belle expérience pour leur faire vivre, comme je disais tout à l'heure, au niveau de les faire sortir du mur de l'école, mais c'est aussi de voir un peu qu'ils comprennent la complexité d'un écosystème. Qu'est-ce qui fait qu'on a un écosystème en santé ou moins en santé, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour justement maintenir les belles qualités de l'eau qu'on a dans nos rivières en Gaspésie, qu'on a la chance d'avoir. Donc, il y a une grosse facette de sensibilisation, puis je pense que ça marche très bien à ce niveau-là. On a posé la question aux jeunes, aux élèves. On leur a demandé, est-ce que selon eux, à première vue, la rivière Mont-Louis est en bonne santé? Je vous pose la même question. Est-ce qu'elle est en bonne santé selon vous? A priori, si on se fie à ce qu'on a trouvé au fond de l'eau, là, les organismes qu'on a trouvés, il y a quand même une belle diversité d'organismes. Donc, je m'avancerais pour dire qu'il y a quand même une belle qualité de l'eau dans la rivière Mont-Louis, là. Un peu à l'instar de certaines autres rivières que j'ai eu l'occasion d'échantillonner dans le coin. Donc, on a des belles rivières, on est chanceux. Il faut tout faire pour garder ça ainsi. En terminant, est-ce que vous êtes satisfait de votre expérience? Ouais, ben moi, je trouve que ça m'a vraiment appris plusieurs choses sur la rivière. Donc, oui. On se retrouve au moment où vous allez avoir les données. C'est sûr qu'on va venir vous revoir. On va compiler ça, puis on viendra regarder, puis on va voir si on a bel et bien une rivière en santé. Bien, je vous remercie. Merci beaucoup.
Si vous avez des nouvelles, des commentaires, des suggestions à nous transmettre, veuillez nous contacter à Télésoleil, soit par la poste au casier postal 37 Mont-Louis G0E1T0, soit par courriel à télésoleil@globetrotter.net ou soit directement au bureau au 1 1er Avenue Ouest à Mont-Louis. La date limite de tombée est le mardi midi. Ce bulletin de nouvelles est aussi disponible sur le site de Télésoleil au www.télésoleil.com dans la section Bulletin de nouvelles. Nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine.